Chapitre 10. Salem, 3. 1. La ville s'y connaît en ténèbres. Les ombres nocturnes et les obscurités de l'âme n'ont pas de secret pour elle. Les trois éléments qui la constituent, une fois réunis, forment un ensemble qui transcende ses composantes. La ville, ce sont les gens qui y vivent, ce sont les maisons qu'ils ont construites pour s'y réfugier ou y faire des affaires, et c'est la terre. Les habitants de Salem sont en majorité d'origine anglo-saxonne ou française. Le reste ne compte pas plus qu'une pincée de poivre dans une boîte de sel. Il n'y a pratiquement pas de mélange entre les communautés. Les maisons sont presque toutes en bois, un bon bois bien solide. Celles qui ont été construites autrefois sont en général minuscules, et nombreuses sont les façades de magasins derrière lesquelles il n'y a rien, sans que l'on sache pourquoi. Les gens savent que ce sont de fausses façades, exactement comme ils savent que Loretta Starcher se met des faux seins. Le sol est en granit, recouvert d'une fine couche de terre meuble. Être fermier, ici, c'est s'épuiser au travail pour n'obtenir que des résultats misérables. Les socs se brisent contre les pierres. Dès le mois de mai, vous prenez votre camionnette et avec l'aide de vos fils, vous débarrassez le terrain de ses cailloux pour pouvoir y passer la herse. 10 fois, vous chargez la camionnette et 10 fois, vous la déchargez sur l'énorme tas qui grossit au fil des ans. Depuis qu'un jour de 1955, vous avez décidé de régler leur compte à ces satanés caillasses. Vos ongles sont irrémédiablement encrassés de terre, et, de vos doigts gourds, vous arrimez la herse au tracteur. Vous n'avez pas fait 2 allers et retours que vous butez sur une pierre qui vous a échappé lors du nettoyage du sol. Une lame se brise, il faut la changer. Votre fils vous tient la herse, et pendant que vous vous affairez, le premier moustique de la saison s'amène et vous vrille les oreilles de son vrombissement lancinant. Vous vous dites que c'est ce genre de bruit que les dingues doivent entendre quand ils se mettent à tuer leurs gosses, à se jeter contre un mur avec leur voiture ou à tirer à la mitraillette sur les charlatans qui les soignent. Et, pour tout arranger, la main en sueur de votre fils lâche prise et vous vous retrouvez avec toute la peau du bras arrachée par une des lames de la herse. C'est le moment où tout craque, où il ne vous reste plus qu'à tout laisser tomber, à vous mettre à boire. Et dans ce moment de désespoir, où vous maudissez la terre à laquelle vous êtes attaché, vous vous apercevez que cette terre, vous l'adorez, et que vous l'adorez pour tout ce qu'elle connaît, et pour tout ce qu'elle a connu de l'obscurité du monde. La terre vous tient, comme vous tiennent le hangar aux machines, la maison, et la femme que vous avez commencé à aimer quand vous étiez encore au lycée. C'était encore une petite fille, et vous ne connaissiez rien aux filles. Vous saviez seulement que vous en aviez une et vous vous y accrochiez. Et elle écrivait votre nom sur tous ses cahiers. Et vous l'avez embarquée. Et puis c'est elle qui vous a embarqué, jusqu'à ce que vous n'ayez plus à vous soucier ni l'un ni l'autre de qui avait embarqué qui. Comme vous tiennent les enfants, ces enfants, 6, 7, 10, que vous avez conçus au plus noir de la nuit, dans le lit à 2 places aux ressorts grinçants et au bois couvert d'éraflures. Et comme vous tiennent la banque et tous ceux qui vous ont fait crédit, le marchand de voitures, le marchand de meubles et le marchand de tracteurs. Mais bien plus que tout cela, c'est la ville qui vous tient, parce que vous la connaissez comme vous connaissez la forme des seins de votre femme. Vous savez qui va traîner toute la journée dans le magasin de Milt Crossan, parce que la fabrique de chaussures lui a donné son congé, qui va avoir un problème avec sa femme avant même que ce problème ait éclaté. L'histoire de Reggie Sawyer, par exemple, dont la femme se fait sauter par un type du téléphone. Vous savez où mènent toutes les routes, et où vous pourrez aller boire quelques bonnes bouteilles de bière le vendredi soir, avec Hank et Nelly. Vous connaissez chaque pouce de terrain, et vous savez comment traverser les marais en avril sans en avoir jusqu'en haut de vos bottes. Vous connaissez tout de la ville, et elle connaît tout de vous. Comment, à la fin de votre journée de travail, vous avez mal entre les jambes à cause de la selle du tracteur. Comment la boule qui vous est venue sur le dos n'était qu'un kyste, et pas autre chose, comme le docteur l'avait craint. Comment votre esprit gamberge sur les notes à régler à la fin du mois. Elle lit à travers vos mensonges, même à travers ceux que vous vous faites à vous-même. Vous emmènerez votre femme et vos gosses à Disneyland l'année prochaine ou l'année d'après.
Vous n'aurez aucun mal à régler les traites d'une nouvelle télécouleur en faisant quelques coupes de bois à l'automne. Oui, tout est en passe de bien aller. Vos relations quotidiennes avec la ville sont si charnelles, si prosaïques et si enivrantes à la fois, qu'à côté d'elle, ce que vous faites avec votre femme dans le bon vieux lit qui grince ressemble à une poignée de main. Quand la nuit tombe, la ville vous appartient, et vous appartenez à la ville. Et vous dormez ensemble, comme dorment les défunts dans leur tombe ou les pierres dans votre champ. Il n'y a pas d'autre vie ici que la mort lente des jours, si bien que, lorsque le mal descend sur la ville, c'est un peu comme un sommeil doux et délicieux. La ville l'attend, elle sait qu'il va venir, et elle sait même la forme que ce sommeil va prendre. La ville a ses secrets, et elle les garde bien. Ses habitants ne les connaissent pas tous. Ils savent que la femme du vieil Albie Crane est partie il y a des années avec un voyageur de commerce qui venait de New York, ou ils croient le savoir, car en réalité, Albie a fendu la tête de sa femme après le départ du voyageur. Il lui a attaché une pierre au pied et il l'a balancée au fond du puits désaffecté. 20 ans plus tard, il est mort tranquillement dans son lit d'une crise cardiaque, exactement comme son fils Joe mourra plus tard. Et peut-être qu'un jour, un gosse s'égarera du côté du vieux puits couvert de ronces. Peut-être retirera-t-il les planches blanchies par les intempéries qui le recouvrent et apercevra-t-il, dans les profondeurs, le squelette de Madame Crane. Elle le regardera de ses orbites vides, et il verra sur sa cage thoracique le collier couvert de mousse offert par le trop charmant voyageur. Les habitants de Salem savent qu'Eubie Marston a tué sa femme, mais ils ne savent pas ce qu'il lui a fait faire avant. Ils n'ont pas senti le parfum du chèvrefeuille, ce parfum lourd qui, dans la chaleur moite de cet été-là, s'apparentait étrangement à l'odeur que peut répandre un charnier en plein vent. Ils n'ont pas vu ce qui s'est passé pour eux dans cette cuisine toute poisseuse de soleil, juste avant qu'il ne lui fasse sauter la cervelle. Ils ne savent pas qu'elle l'a supplié de le faire. Quelques dames qui comptent parmi les doyennes de la ville, Mabel Wertz, Glynis Mayberry, Audrey Hersey, se souviennent que Larry MacLeod a trouvé dans la cheminée du premier étage des papiers calcinés. Mais elles ne savent pas que ces papiers, c'était la correspondance qu'avait entretenue pendant 12 ans Hubert Marston avec un noble Autrichien à l'allure étrangement désuète, du nom de Breiken, que cet échange épistolaire a débuté grâce aux bons offices d'un mystérieux libraire de Boston mort dans des circonstances sinistres en 1933, et que Eubie, avant de se pendre, a brûlé toutes les lettres une par une, en prenant plaisir à regarder se consumer lentement l'épais papier de couleur crème couvert de l'écriture élégante et régulière de Breiken. Tout comme Larry Crockett prend plaisir à songer au fabuleux titre de propriété qui repose maintenant dans le coffre-fort de sa banque de Portland. Elles savent que Coretta Simons, la veuve du vieux Simons, se meurt d'une saloperie de cancer des intestins. Mais elles ignorent qu'il y a plus de 30 000 $ cachés dans un trou, derrière l'affreux papier peint du salon, versement d'une assurance vie qu'elle n'avait jamais utilisée et dont, à présent, dans son agonie, elle a oublié jusqu'à l'existence. Elles savent qu'un incendie a ravagé la moitié de la ville en septembre 1951, mais elles ignorent qu'il s'agissait d'un incendie criminel. Comme elles ignorent que le pyromane, c'est ce garçon qui était sorti premier de sa classe en 1953 et qui, toujours brillant, gagnait 1 000 $ par semaine à Wall Street. Et même si elle l'avait su, elle n'aurait jamais pu savoir ce qui l'avait incité à allumer ce feu, ni comment ça lui avait rongé le cerveau pendant 20 ans, jusqu'à ce qu'une embolie cérébrale l'emporte dans la tombe à 46 ans. Elles ne savent pas que le père John Groggins se réveille parfois au cœur de la nuit, la tête encore remplie d'images de cauchemars. Des cauchemars où il se voit donner son cours de catéchisme le jeudi soir, nu et dégoulinant d'excitation, devant une assemblée de fillettes toutes offertes à lui. Ni que Floyd Tibbets, la peau brûlée par la lumière du jour, a erré pendant toute la journée du vendredi dans une sorte de cauchemar éveillé. Que sa visite à Anne Norton ne lui a laissé qu'un souvenir vague, et qu'il ne s'est plus souvenu non plus d'avoir attaqué Ben Mears, mais que, dès le coucher du soleil, il a eu la certitude enivrante que quelque chose de grand et de bon allait lui arriver. Ni que Al Griffin a 6 revues pornographiques cachées dans son armoire, sur lesquelles il se masturbe à la moindre occasion,
ni que George Midler a une malle emplie de petites culottes de soie, de soutien-gorge, de porte-jartelles et de bas, et que, parfois, il tire les stores de son appartement au-dessus de la boutique, ferme la porte avec les 2 verrous et la chaîne de sûreté, et qu'il se tient devant le miroir de l'armoire, dans sa chambre à coucher, haletant d'excitation jusqu'à tomber à genoux pour se masturber sauvagement. Ni que Carl Foreman a voulu crier, mais que son cri lui est resté dans la gorge, quand il a vu sur la table de préparation de la maison funéraire Mike Ryerson trembler de tous ses membres, puis ouvrir les yeux et s'asseoir. Ni que le bébé McDougall, âgé de 10 mois, ne s'est même pas débattu quand Danny Glick est entré par la fenêtre de sa chambre, l'a enlevé de son berceau et a enfoncé ses dents dans sa gorge fragile, bleuie par les coups que lui avait donnés sa mère. Elles ne savent rien de tout ça. Ce sont là les secrets de la ville. Certains seront un jour dévoilés, d'autres jamais. Mais la ville garde toujours son visage impassible. Elle ne se soucie pas plus des œuvres du démon que de celles de Dieu ou de l'homme. La ville s'y connaît en ténèbres, et les ténèbres lui suffisent. 2. Dès qu'elle se réveilla, Sandy McDougall eut conscience que quelque chose n'allait pas, mais sans savoir quoi. Dans le grand lit, la place de son mari était inoccupée. C'était le jour de congé de Roy et il était parti pêcher avec des amis. Il serait de retour vers midi. Rien ne brûlait et elle n'avait mal nulle part. Alors, qu'y avait-il? Le soleil. Il y avait quelque chose qui n'allait pas avec le soleil. Les branches de l'érable devant la fenêtre dansaient sur la tenture murale. Or, Randy la réveillait toujours avant ce moment où le soleil projetait l'ombre de l'arbre sur le mur. Stupéfaite, elle regarda vite la pendule. Il était 9h10. L'angoisse lui serra la gorge. « Randy » appela-t-elle. Elle se précipita à l'autre bout de la caravane, sa chemise de nuit flottant autour d'elle. « Randy, mon chéri ?» La chambre du bébé était baignée de soleil. Au-dessus du berceau, l'unique fenêtre était ouverte. Elle l'avait pourtant fermée avant d'aller se coucher. Elle la fermait toujours. Le berceau était vide. « Randy ?» murmura-t-elle. Et elle le vit. Le petit corps, encore vêtu du pyjama du docteur Denton, avait été jeté dans un coin de la pièce comme un déchet, et gisait, une jambe dressée, dans une attitude grotesque. « Randy !» Le visage ravagé, elle tomba à genoux à côté de son fils, le prit dans ses bras et le berça. Le corps de l'enfant était froid sous ses mains. « Randy, réveille-toi, mon chéri, réveille-toi! Randy! Randy !» Les ecchymoses étaient partis, évaporés en l'espace d'une nuit, lui rendant son visage et son petit corps intacts. Il avait de bonnes couleurs aussi. Pour la première fois depuis sa naissance, elle le trouvait beau, et elle se mit à hurler de chagrin devant cette beauté parfaite, un vagissement désespéré. « Randy, ouvre les yeux! Randy! Randy !» Elle l'emporta dans ses bras et se rua dans le couloir, sa chemise de nuit glissant d'une épaule. La chaise de bébé était toujours dans la cuisine, le plateau maculé des reliques du repas de la veille. Elle installa le bébé sur le siège qu'une flaque de soleil baignait ce matin. La tête de Randy retomba sur sa poitrine, puis le corps de l'enfant se déplaça avec une lenteur et une détermination inexorables jusqu'à se lever dans l'ombre que forme l'angle du plateau et l'accoudoir. « Randy » souffla-t-elle dans un sourire. Les yeux lui sortaient de la tête tant elle voulait croire au miracle. 2 grosses billes bleues. Elle lui tapota les joues. « Réveille-toi maintenant, Randy. C'est l'heure du petit déjeuner. Tu n'as pas faim? Je t'en prie, Randy, pour l'amour du ciel. » Elle fit volte-face, ouvrit un placard au-dessus de la gazinière et commença à fouiller à l'intérieur. Elle renversa un sachet de riz, une boîte de raviolis, une bouteille d'huile. La bouteille se brisa, aspergeant d'huile le fourneau et le sol. Elle trouva enfin un pot de crème au chocolat et prit une cuillère en plastique dans l'égouttoir. « Regarde, Randy, c'est ta préférée. Réveille-toi et regarde la jolie crème. Du chocolat, du bon chocolat. » La rage et la terreur l'emportèrent. « Réveille-toi » hurla-t-elle en aspergeant sa peau pâle et translucide de postillon. « Réveille-toi, pour l'amour du ciel, espèce de petite merde! Réveille-toi » Elle ouvrit le couvercle du pot et prit une cuillère de crème. Sa main, qui, elle, savait déjà la vérité,
se mit à trembler tant et tant que la moitié s'en renversa. Elle approcha ce qui restait des petites lèvres molles. De nouvelles gouttes tombèrent sur le plateau avec des bruits mous. La cuillère tinta sur les dents. « Randy !» supplia-t-elle. « Tu rends maman folle !» De son autre main, elle ouvrit la bouche du bébé et enfourna la crème au fond du palais. « Là, voilà !» articula Sandy. Un sourire, tout torve d'un fol espoir, retroussa ses lèvres. Elle s'assit sur une chaise et elle sentit ses muscles se détendre un à un. Tout ira bien. Maintenant il savait qu'elle l'aimait toujours et il allait arrêter ce petit jeu cruel. « C'est bon ?» murmura-t-elle. « Du bon chocolat, Randy. Tu fais un sourire à maman? Allez, sois gentil, fais-lui un sourire. » Elle se pencha vers le bébé et lui releva le coin des lèvres. Le chocolat tomba sur le plateau. Plop! Et elle poussa un hurlement. Trois. Tony Glick se réveilla le samedi matin en entendant sa femme tomber dans le salon. « Margie » appela-t-il en balançant ses jambes en dehors du lit. « Margie ?» Au bout d'un instant qui lui parut très long, elle répondit « Oui, Tony, ça va. » Il s'assit sur le bord du lit et regarda ses pieds d'un air absent. Il était torse nu et portait un pantalon de pyjama à rayures. Le cordon pendait entre ses jambes. Ses cheveux étaient tout emmêlés sur sa tête, comme les brindilles d'un nid de corbeau. C'était une tignasse épaisse. Ses deux garçons avaient la même. Les gens pensaient qu'il était juif, mais cette crinière de métèque aurait dû leur prouver le contraire. Son grand-père s'appelait Glicucci. Quand quelqu'un lui avait dit qu'il serait plus facile de se faire une place aux États-Unis s'il avait un nom américain, un truc plus court et sec, le grand-père l'avait changé pour Glick, sans se rendre compte qu'il troquait des racines réelles pour d'autres purement d'emprunt. Le corps de Tony Glick était robuste et sombre, tout en muscles noueux. Son visage avait cet air hagard du type qui s'était fait tabasser la veille à la sortie d'un bar. Il avait pris un congé et, depuis une semaine, il dormait énormément, d'un sommeil sans rêve qui balayait tout. À 7h30 du soir, il était dans son lit. Il y restait jusqu'à 10h du matin, et l'après-midi, il faisait un somme de 2 à 3. Ainsi, les 8 jours qui avaient suivi les funérailles tragiques de son fils s'étaient écoulés comme dans un brouillard. Des gens venaient avec des provisions, ragoûts, conserves, gâteaux. Margie disait qu'elle ne voyait pas ce qu'ils allaient en faire. Ils n'avaient faim ni l'un ni l'autre. Le mercredi soir, ils avaient essayé de faire l'amour, et ils s'étaient mis à pleurer tous les deux. Margie n'avait pas l'air bien du tout. Pour s'en sortir, elle s'était mise à nettoyer la maison de la cave au grenier, avec un acharnement maniaque qui l'empêchait de penser. Tout au long de la journée, leur demeure résonnait du bruit des seaux et du vrombissement de l'aspirateur, et l'air empestait l'ammoniaque. Elle avait pris les habits et les jouets de ses fils et en avait fait des paquets bien ficelés pour l'armée du salut. Quand Tony était sorti de leur chambre le jeudi matin, elle avait aligné tous les cartons devant la porte d'entrée. Il n'avait jamais rien vu d'aussi horrible que ces cartons muets. Elle avait traîné tous les tapis dans la cour derrière la maison, les avait suspendus sur les cordes à linge et les avait battus inlassablement. Tony, malgré la brume qui envahissait son cerveau, avait remarqué combien elle était pâle depuis 1 ou 2 jours. Même ses lèvres semblaient avoir perdu leur couleur. Elle avait de larges cernes bruns autour des yeux. Il remuait tout ça dans sa tête et était sur le point de se laisser retomber sur son lit lorsqu'elle fit une nouvelle chute, et cette fois ne répondit pas à son appel. Il se leva, descendit péniblement jusqu'au salon et la vit étendue sur le plancher, respirant à peine et fixant sur le plafond des yeux hébétés. Elle avait changé tous les meubles de place, ce qui donnait à la pièce une allure bizarre. Son état avait sensiblement empiré depuis la veille, et bien que n'y comprenant pas grand-chose, Tony fut douloureusement frappé par sa mine. Elle était encore en robe de chambre. Dans sa chute, ses jambes s'étaient découvertes jusqu'aux cuisses. Elles avaient la pâleur du marbre. Tout le hâle qu'elle avait pris pendant les vacances d'été avait disparu. Ses mains avaient l'air de fantômes. Sa bouche s'ouvrait et se fermait comme si ses poumons n'avaient plus la force de pomper l'air. Il remarqua la forme curieusement proéminente de ses dents, mais n'y prit pas garde. Cela aurait pourtant dû l'éclairer. « Margie, ma chérie ?» Elle essaya de répondre, mais n'y parvint pas.
Il eut peur et se releva pour appeler le médecin. Il se dirigeait vers le téléphone quand elle dit « Non, non !» en faisant des efforts surhumains pour s'asseoir et en emplissant la maison de son souffle rauque. « Tire-moi, aide-moi, le soleil est si chaud !» Il s'approcha d'elle, la prit dans ses bras et fut saisi par la légèreté de son fardeau. Elle ne pesait pas plus qu'une brassée de petits bois. « Le divan !» Il la coucha sur le divan, la nuque contre l'accoudoir. Elle était ainsi en dehors du carré de lumière que découpaient les rayons du soleil sur le tapis, et sa respiration devint plus facile. Elle ferma les yeux un instant, et il remarqua de nouveau ses dents blanches se détachant sur des lèvres exsangues. Il eut soudain envie de l'embrasser. « Laisse-moi appeler le docteur, » dit-il. « Non, je vais mieux. Le soleil me brûlait. Je me sentais toute faible. Maintenant, ça va. » Un peu de couleur était revenue à ses joues. « Tu es sûr ? » ?»« Oui, ça va. »« Tu t'es donné trop de mal, ma chérie. »« Oui, » reconnut-elle d'une voix morne. Ses yeux étaient sans expression. Il se passa la main dans les cheveux et dit avec effort « Il faut qu'on se sorte de là, Margie, il le faut. Tu as une mine. » Il s'arrêta pour ne pas lui faire de peine. « J'ai une mine épouvantable, » dit-elle. « Je sais, je me suis regardé dans la glace de la salle de bain avant de me coucher hier soir, et c'était presque comme si je n'étais pas là. Pendant une minute, j'ai... » Un sourire effleura ses lèvres. « J'ai pensé que je voyais la douche derrière moi, comme s'il ne restait qu'un tout petit peu de moi, et si pâle, si pâle. Je veux que le docteur Reardon t'examine. » Elle semblait ne pas entendre. « J'ai fait un rêve merveilleux pendant ces 3 ou 4 dernières nuits, Tony. Un rêve qui avait l'air si vrai. Danny était là et me disait « Maman, je suis si content d'être à la maison. » Et puis il disait... Qu'est-ce qu'il disait ? Lui demanda-t-il avec douceur. Il disait qu'il était redevenu mon bébé, mon petit garçon qui tétait mon lait. Je lui donnais mon sein et c'était si doux et ça faisait si mal en même temps, exactement comme avant que je le sèvre, quand il commençait à avoir des dents. Oh, qu'est-ce que je raconte, c'est atroce. Je suis bonne pour le psychiatre. Mais non, la rassura-t-il, mais non. Il s'agenouilla auprès d'elle, elle passa ses bras autour de son cou et se mit à pleurer doucement. Ses bras étaient froids. Non, pas le docteur, Tony, s'il te plaît. Je vais me reposer toute la journée aujourd'hui. Comme tu voudras, dit-il, tout en se sentant coupable d'avoir cédé. C'était tellement merveilleux, ce rêve, Tony, reprit-elle tout contre la gorge de son mari. Le mouvement de sa bouche et le renflement des dents au-dessous des lèvres lui donnaient un air étonnamment sensuel. Il sentit lui venir une érection. « Oh, Tony, comme je voudrais que ce rêve revienne ce soir. Il reviendra peut-être, dit-il en lui caressant les cheveux. Oui, peut-être. 4. Dieu que tu es jolie, s'exclama Ben. Et c'était vrai. Dans la chambre d'hôpital où les draps blancs du lit faisaient ressortir sa pâleur, Suzanne resplendissait. Elle portait un chemisier rayé jaune et noir et une petite jupe courte en jean. « Tu as l'air très en forme, toi aussi, » dit-elle en s'approchant du lit. Il lui donna un long baiser tout en lui caressant doucement la hanche. « Hé !» dit-elle en se reculant. « Ils vous mettent dehors pour moins que ça. »« Pas moi. »« Non, moi !» Ils échangèrent un regard. « Je t'aime, Ben. Je t'aime, Suzanne. Si je pouvais sauter dans ton lit maintenant... » « Une seconde, je tire le drap. Et qu'est-ce que je dis si les infirmières arrivent? Tu leur diras que tu me donnes le bassin. » Elle secoua la tête en souriant et approcha une chaise. « Il y a des tas de choses qui se sont passées en ville, Ben. » Il prit une expression grave. « Quoi donc ?» Elle hésita. « Je ne sais pas par quel bout commencer. Je ne sais même pas ce que j'en pense. Je nage complètement, c'est le moins qu'on puisse dire. » Bon, dis les choses comme elles viennent et je verrai ce que je peux en tirer. Mais d'abord, où en es-tu, toi, Ben? En bonne voie, le cas n'est pas grave. Le docteur de Matt, un type qui s'appelle Cody... Non, je ne parlais pas de ta tête, je parlais de ce qu'il y a dedans. Est-ce que tu y crois, toi, à ces histoires à la Dracula? Oh, c'est de ça que tu voulais parler. Matt t'a tout raconté? Matt est ici, dans cet hôpital, à l'étage au-dessus, sous surveillance médicale intensive. Quoi?
Ben se souleva sur ses coudes. Qu'est-ce qui lui arrive? Une crise cardiaque. Une crise cardiaque? Le docteur Cody dit que son état s'est stabilisé. Si d'ici 48 heures aucun accident n'intervient, il sera sorti d'affaire. J'étais là quand c'est arrivé. Dis-moi tout ce dont tu te souviens, Suzanne. Toute sa gaieté l'avait abandonné. Son visage aux traits fins avait pris une expression concentrée et douloureuse. Perdu au milieu de cette chambre blanche, dans ses draps blancs et cette chemise de malade tout aussi blanche, il avait l'air de nouveau si vulnérable. Un homme au bord d'un précipice, un pied au-dessus de l'abîme. « Tu n'as pas répondu à ma question, Ben. »« Quelle question? Ce que je pense de l'histoire de Matt? »« Oui. Je vais d'abord te dire ce que toi tu penses de tout ça. Tu penses, et tu me pardonneras cette métaphore tordue, que Marston House m'a tellement tapé sur le ciboulot que je vois partout des araignées alors que je les ai juste dans le plafond. Exact? Si tu veux, mais je ne me suis jamais dit la chose en termes aussi crus. Je sais, Suzanne. Et maintenant, laisse-moi t'expliquer le cheminement de ma pensée, si j'y arrive. Ça m'aidera peut-être à y voir plus clair. Je vois à ta figure que de ton côté, tu as été passablement ébranlé. Est-ce que je me trompe? C'est vrai, tu as raison. Mais je ne peux pas croire que... C'est impossible. Arrête-toi une minute. Ces deux mots bloquent tout. C'est impossible bloque tout. C'est là-dessus aussi que j'ai buté, sur ce refus catégorique de l'esprit. Impossible. Je n'ai pas cru à ce que me disait Matt, Suzanne, parce que des choses pareilles ne peuvent pas être vraies. Et pourtant, j'ai considéré l'histoire de Matt sous tous ses angles, et je n'ai pu y trouver aucune faille. Restait l'hypothèse selon laquelle Matt aurait perdu les pédales à un moment ou à un autre. Tu es d'accord? Oui. Est-ce qu'il t'a paru fou? Non, mais... Stop! Il leva la main pour l'arrêter. Je t'entends encore penser jusqu'ici, c'est impossible. Je me trompe? Non, reconnut Suzanne. À moi non plus, il ne m'a paru ni fou ni exalté, poursuivit Ben. Et tu sais comme moi que les idées paranoïaques ou les complexes de persécution ne vous viennent jamais en une nuit. Ils mettent du temps à se développer. Ils ont besoin d'être entretenus. As-tu jamais entendu dire en ville qu'il manquait une case à Matt? Matt t'a-t-il jamais dit que quelqu'un lui en voulait à mort? A-t-il jamais milité pour des causes étranges, contre le fluor dans l'eau du robinet, pour un groupuscule d'extrême droite ou pour le Viet Cong? Participait-il à des séances de spiritisme? S'intéressait-il plus que de raison à l'astrologie ou à la réincarnation? A-t-il été entendu par la police pour une raison quelconque? Non à toutes tes questions. Mais, Ben, ça me fait mal de dire ça à propos de Matt, même si ce n'est qu'une hypothèse. Mais il arrive que des gens deviennent fous tout doucement, de l'intérieur, sans qu'on s'aperçoive de rien. Je ne le crois pas, répondit Ben d'une voix calme. Il y a toujours des signes. Quelquefois, on n'y fait pas attention avant, mais après, ça vous revient. Si tu faisais partie d'un jury, et si Matt venait témoigner à propos d'un accident de voiture, est-ce que tu accorderais foi à son témoignage? Oui. Est-ce que tu l'aurais cru s'il t'avait dit avoir vu un rôdeur entrer chez lui et tuer Mike Ryerson? Oui, je crois que oui. Mais ce qu'il t'a dit, tu ne le crois pas. Mais Ben, c'est impossible. Voilà, tu recommences. Il la vit prête à protester et l'arrêta d'un geste. Je ne cherche pas à te convaincre de quoi que ce soit, Suzanne. J'essaie simplement de t'expliquer le cheminement de ma pensée. Je continue? Oui, vas-y. Ma seconde hypothèse, c'est que quelqu'un aurait pu vouloir lui mettre une mauvaise affaire sur le dos, par pure méchanceté ou par rancune. Oui, ça m'est venu aussi à l'esprit. Matt prétend qu'il n'a pas d'ennemis, et je le crois. Tout le monde a des ennemis, à des degrés divers. N'oublie pas le plus important. Il y a un mort dans cette histoire. Il faudrait admettre que quelqu'un en voulait suffisamment à Matt pour tuer Mike Ryerson, étant entendu que c'était le seul moyen de le mettre vraiment dans de mauvais draps. Pourquoi le seul moyen? Parce que, sans cadavre, les choses n'ont pas la même gravité. Et pourtant, d'après Matt, il a rencontré Mike absolument par hasard. Personne ne l'a entraîné chez Dell jeudi soir. Il n'y a pas eu d'appel anonyme, ni de lettre, rien. Le fait que cette rencontre ait été totalement fortuite suffit à écarter l'hypothèse d'une telle machination. Qu'est-ce qui reste alors comme explication rationnelle? Que Matt a rêvé. Le bruit de la fenêtre qui s'ouvre, le rire et les bruits de succion, tout ça n'était qu'un rêve, et la mort de Mike est simplement due à des causes naturelles que l'on n'a pas encore pu déterminer. Mais tu n'y crois pas? Non. Je ne crois pas qu'il ait rêvé que la fenêtre s'ouvrait. Elle était bel et bien ouverte. Et le store extérieur était bien tombé sur la pelouse.
Je l'ai remarqué, et Parkins Gillespie aussi. J'ai remarqué également autre chose. Les stores de Matt sont arrimés au mur à l'aide de fixations extérieures. Le store n'aurait pu être arraché de l'intérieur qu'en faisant levier sur les lames, avec un tournevis ou une spatule. Et encore, ça n'aurait pas été facile, et ça aurait laissé des traces. Or, je n'ai vu de traces nulle part. Dernière remarque, la terre autour de la maison est relativement meuble. Pour aller démonter le store de l'extérieur au premier étage, il aurait fallu prendre une échelle, ce qui aurait également laissé des traces dans le sol. Or, là encore, aucune marque. Et c'est bien ça le plus troublant. Ils échangèrent un regard sombre. Ben acheva. J'ai remué ça dans ma tête toute la matinée. Plus j'y pensais, plus l'histoire de Matt me paraissait plausible. Alors je me suis risqué à laisser de côté les « c'est impossible » pour un temps. À toi maintenant, dis-moi ce qui est arrivé chez Matt hier soir. Si tu as une explication qui tienne la route, sache que j'en serai le premier soulagé. Non, fit Suzanne d'une voix triste. Je n'ai pas d'explication valable, et encore moins maintenant, après ce qui est arrivé. Matt venait de me raconter ce qui s'était passé avec Mike Ryerson, et tout d'un coup, il a dit qu'il entendait quelqu'un en haut. Il avait peur, mais il est monté quand même. Elle croisait ses mains sur ses genoux et les tenait serrées comme si elle risquait de s'envoler. Rien d'autre ne s'est passé pendant un petit moment, et puis Matt a crié quelque chose du genre « Je révoque mon invitation ». Et puis, je ne sais pas comment dire ça, c'est si... Calme-toi, dis les choses comme elles viennent. Je crois que quelqu'un d'autre a émis une sorte de sifflement. Il y a eu un bruit sourd, comme si quelque chose était tombé. Le regard de Suzanne s'assombrit. Et puis j'ai entendu une voix qui disait « Je te verrai bientôt dormir comme dorment les morts, ô mon maître ». Mot pour mot, c'était ça. Et quand plus tard je suis entré dans la chambre pour prendre une couverture pour Matt, voilà ce que j'ai trouvé. Elle prit la bague dans la poche de son chemisier et la lui mit dans la main. Ben regarda attentivement la bague, puis l'inclina en direction de la fenêtre pour mieux voir les initiales gravées à l'intérieur de l'anneau. MCR. Mike Ryerson. Mike Corey Ryerson. Je l'avais laissé retomber par terre et puis je l'ai ramassé de nouveau en me disant que toi ou Matt vous voudriez la voir. Garde-la, moi je ne tiens pas à la voir. Ça t'est désagréable? Oui, très désagréable. Elle releva la tête et dit d'un ton de défi. Mais ma raison se rebelle contre tout ça, Ben. Je croirais plus volontiers que Matt a tué Mike Ryerson d'une façon ou d'une autre et a inventé cette histoire de vampire pour arranger ses affaires, qu'il s'est débrouillé pour faire tomber le store, qu'il a fait un petit numéro de ventriloque dans la chambre d'amis pendant que j'étais en bas, qu'il a déposé près de la fenêtre la bague de Mike et qu'il s'est envoyé une bonne crise cardiaque pour donner plus de vraisemblance à l'ensemble, coupa Ben. Je n'ai pas renoncé à découvrir une explication rationnelle à tout ça, Suzanne. J'espère qu'il y en a une. Je prie presque pour qu'il y en ait une. C'est amusant de voir les monstres au cinéma, mais l'idée qu'ils existent effectivement et qu'ils rôdent autour de nous, ça n'est pas drôle du tout. Je t'accorde que le store a pu être trafiqué grâce à une corde attachée au toit, par exemple. Allons même plus loin. Matt a une vaste culture. Les symptômes présentés par Mike pourraient correspondre à un empoisonnement par des substances impossibles à détecter. Mais l'hypothèse du poison est difficile à soutenir puisque Mike n'avalait plus aucune nourriture. C'est Matt qui l'a dit. Il n'aurait pas menti, sachant que l'analyse du contenu stomacal est toujours pratiquée dans les autopsies et que son mensonge aurait tout de suite été détecté. Mais admettons tout de même que Matt ait empoisonné Mike. Admettons aussi que, grâce à l'ingestion d'une autre substance, il ait pu se donner tous les signes d'une attaque cardiaque. Quel aurait pu être son mobile? Elle secoua la tête avec découragement. Même s'il avait un mobile que nous ne soupçonnons pas, pourquoi aurait-il été chercher une explication aussi abracadabrante? J'imagine qu'en partant de ces données, Ellery Quinn se débrouillerait pour mettre sur pied une intrigue policière. Mais la vie est bien loin de ressembler à un roman d'Ellery Quinn. Mais Ben, l'histoire de Matt, c'est de la folie. Et Hiroshima, ça ne l'était pas? Ne commence pas, éclata Suzanne. Ne joue pas au grand philosophe donneur de leçons, ça ne te va pas. Il s'agit d'histoires de bonnes femmes, de cauchemars, de psychoses collectives. Appelle ça comme tu veux. Autrement dit, des conneries. Ouvre les yeux. Le monde entier s'écroule autour de nous, mais tu prends un air pincé si on prononce le mot vampire.
Salem, c'est ma ville, s'obstina Suzanne. S'il s'y passe quelque chose, c'est du réel. Ce n'est pas de la symbolique ou de la métaphore. Entièrement d'accord avec toi, dit Ben en donnant quelques petits coups sur sa tête bandée. Ton ex-ami s'est d'ailleurs chargé de me le rappeler. Je suis vraiment désolé, Ben. C'est un côté de Floyd que je ne connaissais pas. Ça m'étonne énormément de lui. Où est-il maintenant? Dans la cellule où on met les ivrognes. Parkins Gillespie a dit à maman qu'il faudrait le déférer aux autorités du comté, autrement dit au shérif McCaslin, mais qu'il voulait attendre de savoir si tu comptais déposer une plainte. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Je n'en pense rien, dit-elle d'une voix ferme. Il ne fait plus partie de ma vie. Eh bien, je ne déposerai pas de plainte. Suzanne haussa les sourcils. Mais je voudrais lui parler. De nous? Je voudrais lui demander pourquoi il est venu me trouver avec un grand manteau, un chapeau, des lunettes de soleil et des gants de caoutchouc. Quoi? Le soleil était encore haut, dit Ben en la regardant. Il semble que Floyd ne supportait pas d'être exposé à ces rayons. Ils se regardèrent en silence. Les derniers mots de Ben se passaient de commentaires. 5. Quand Nolly revint de l'excellent avec un petit déjeuner pour Floyd, celui-ci dormait profondément. Nolly pensa qu'il serait absurde de le réveiller juste pour avaler 2 œufs au plat trop cuits par Pauline Dickens et 5 ou 6 morceaux de lard baignant dans l'huile. Aussi décida-t-il de se dévouer et de les manger. Il but aussi le café. Il était bon le café que faisait Pauline, ça, il fallait le reconnaître. Mais quand à midi il apporta à Floyd son déjeuner, et qu'il le trouva toujours endormi dans la même position, Nolly commença à s'inquiéter. Il posa le plateau par terre et prit une cuillère pour taper sur les barreaux de la porte. « Hé, Floyd! Réveille-toi, je t'apporte à bouffer !» Floyd ne bougea pas. Alors Nolly sortit son trousseau de clés, mais au moment de mettre la clé dans la serrure, il s'arrêta. Dans Le Détective de la semaine dernière, il avait lu l'histoire d'un dur qui avait fait semblant d'être malade et avait bondi sur son gardien sitôt la porte ouverte. Nolly n'avait jamais considéré Floyd comme un dur, mais tout de même, ce qu'il avait fait à ce Ben Mears, c'était loin d'être une caresse. Il resta donc là, indécis, la cuillère dans une main et le trousseau de clés dans l'autre. Nolly Gardner était un gros type dont les chemises largement déboutonnées étaient toujours tachées de sueur aux aisselles. Un champion de bowling et un pilier de bistrot qui avait la liste des bars et des motels chauds de Portland dans son portefeuille, caché derrière le mini-calendrier de la paroisse. Brave type au demeurant, lent à se mettre en colère, lent à se mettre en train. Fort de ses qualités, qui étaient de grands atouts dans sa fonction, il ne pouvait être d'une grande vivacité d'esprit. Et, dans une situation comme celle-ci, il était bien embêté. Pendant plusieurs minutes, il se demanda que faire. À tout hasard, il recommença à taper sur les barreaux en appelant Floyd, avec l'espoir qu'il allait enfin bouger, ronfler ou faire quelque chose. Il était sur le point d'aller téléphoner à Parkins pour prendre ses instructions quand celui-ci lui cria du seuil de son bureau « Qu'est-ce qui te prend, Nolly? T'appelles tes cochons pour leur donner à manger ?» Nolly rougit. « Floyd ne bouge pas, Park. J'ai peur qu'il soit... qu'il soit malade. » Et tu penses que taper avec une cuillère sur les barreaux lui fera du bien? Parkins s'approcha et tourna la clé dans la serrure. « Floyd !» Il secoua Floyd par l'épaule. « Tu vas... » Floyd tomba de la paillasse. « Mon Dieu !» fit Nolly. « Mais c'est qu'il est mort, hein ?» Mais Parkins n'avait pas l'air de l'entendre. Ses yeux fixaient le visage étrangement paisible de Floyd. Nolly mit un certain temps à se rendre compte qu'une peur intense se lisait dans le regard de son chef. « Qu'est-ce qu'il y a, Park ?»« Rien, » dit Parkins. « Simplement, sortons d'ici. » Et il ajouta à voix très basse, « Mon Dieu, si seulement je l'avais pas touché. » Nolly regardait le corps de Floyd. Une angoisse trouble commençait à l'envahir. « Secoue-toi, » dit Parkins. « Il faut appeler le docteur. » 6. L'après-midi tirait déjà à sa fin quand Franklin Bodine et Virgil Rathbun se présentèrent devant la grande porte en latte de bois qui fermait la décharge à l'extrémité de Burns Road, 3 kilomètres après le cimetière d'Harmony Hill. Ils étaient venus dans le pick-up Chevrolet de Franklin, modèle 1957,
Un véhicule qui était blanc ivoire pendant la première année du second mandat présidentiel d'Eisenhower, mais qui avait ensuite perdu sa couleur initiale pour laisser place au vermillon de l'enduit anti-rouille et à un brun caca provenant de ses pérégrinations tout-terrain. La benne était pleine de ce que Franklin appelait des merdouilles. Virgil et lui les apportaient environ une fois par mois à la décharge. C'était surtout des bouteilles ou des boîtes de bière, des tonnelets d'eau-de-vie, des bouteilles de vin, de vodka ou d'alcool divers, vides, naturellement. « Fermé !» dit Franklin Bodine en louchant sur la pancarte clouée à la porte. « C'est quoi ce merdier ?» Il prit la bouteille de bière qu'il avait calée entre ses jambes et en avala une grande lampée. Puis il s'essuya la bouche avec sa manche. « On est samedi, hein ?»« Ouais, bien sûr », acquiesça Virgil Rathbun. En réalité, il ignorait totalement si on était samedi ou mardi. Il était tellement saoul qu'il savait tout juste quel mois on était. « La décharge n'est pas fermée le samedi, c'est pas ?» demanda Franklin. Il n'y avait qu'une pancarte, mais il en voyait 3. Il leur lança un regard bigle. Elles disaient toutes les 3 « fermées ». L'inscription avait été faite avec une peinture rouge vif qui ne pouvait venir que du pot que Dud Rogers gardait dans un coin de sa cahute. « Elle a jamais été fermée le samedi, » dit Virgil. Il leva le goulot de sa bouteille en direction de sa bouche, la manqua et s'envoya un jet de bière sur l'épaule gauche. « Merde, raté !» gloussa-t-il. « Fermé !» reprit Franklin avec une irritation grandissante. « Ce fils de pute est parti faire la java. Je vais lui faire voir. » Il passa brutalement en première et appuya à fond sur l'accélérateur. La bière jaillit de la bouteille calée entre ses jambes et dégoulina sur son pantalon. « Mets-la-lui dans le cul, Franklin !» cria Virgil. Et il lança un rot tonitruant tandis que le pick-up enfonçait la porte et la catapultait sur les boîtes de conserve entassées au bord du chemin. Franklin passa en seconde et partit à fond de train sur le sol raviné. La camionnette rebondissait follement sur ses amortisseurs fatigués. Des bouteilles étaient éjectées de l'arrière du véhicule et s'écrasaient au sol. Les mouettes tournoyaient dans le ciel en criant. 500 mètres derrière les grilles, la patte d'oie de Burns Road, appelée aujourd'hui Dump Road, la route de la décharge, se terminait en une vaste clairière occupée par les immondices. Les aulnes et les érables, en rangs serrés, laissaient place soudain à une grande étendue de terre écorchée et défoncée par les chenilles du vieux bulldozer que l'on apercevait, garé à côté de la cabane de Dud. Au bout de cette partie plate commençait la fosse qu'occupait la décharge actuelle. Les ordures, où scintillait le verre des bouteilles et l'acier des boîtes de conserve, dessinaient de grandes dunes. « Putain de bossu de mêleux! Regarde ça! Il n'a pas passé le boule de toute la semaine et rien brûlé !» dit Franklin. Il appuya des 2 pieds sur le frein. La pédale se colla au plancher en gémissant et bientôt le pick-up s'arrêta. « Il doit être en train de cuver une cuite quelque part. V'là ce que c'est. J'ai jamais vu Dud boire de trop. » remarqua Virgil en jetant sa bouteille vide par la portière et en tirant une autre du carton brun posé dans la cabine. Il l'ouvrit contre la serrure de la porte et la bière lui éclaboussa la main. « Les bossus sont tous des sous-lots !» dit Franklin sentencieusement. Croyant la fenêtre ouverte, il lança un crachat qui s'écrasa sur la vitre. Il essuya le carreau crasseux de la manche de sa chemise. « On va le chercher, il s'est peut-être passé quelque chose. » Il décrivit un vaste cercle en marche arrière pour finalement s'arrêter au ras du dernier tas d'ordures. Quand il eut coupé le moteur, il leur sembla que le silence tombait sur eux tout d'un coup. On n'entendait plus que le cri incessant des mouettes. « Ce que c'est tranquille, dis donc !» grommela Virgil. Ils descendirent du pick-up et se dirigèrent vers l'arrière du véhicule. Franklin défit les crochets qui maintenaient le haillon. Il tomba d'un coup sec dans un fracas métallique. Les mouettes, en train de chercher leur pitance à l'autre bout de la décharge, s'envolèrent en poussant des cris outragés. Franklin et Virgil grimpèrent dans la benne sans mot dire et commencèrent à déverser la merdouille sur le tas. Les sacs en plastique tournoyaient en l'air et éclataient à l'atterrissage. Pour les 2 hommes, c'était de la routine. Ils faisaient partie de la ville comme les autres, mais peu de gens avaient conscience de leur existence. D'abord parce que la ville, par convention tacite, les ignorait. Ensuite, parce qu'ils s'étaient eux-mêmes appliqués à se fondre dans le paysage. Lorsqu'on apercevait le pick-up de Franklin sur la route, à peine croisé, on n'y pensait plus.
Si vos yeux, par hasard, se posaient sur leur cahute de tôle ondulée, d'où s'échappait un fin filet de fumée en plein frimas de novembre, le regard ne s'y arrêtait pas et glissait dessus pour se porter ailleurs. Lorsqu'on voyait Virgile sortir de la braderie de Cumberland avec une bouteille de vodka dans un sac en papier, on lui disait bonjour, mais l'instant d'après, on était incapable de se souvenir à qui on avait parlé. Le visage était familier, mais impossible de se rappeler le nom. Le frère de Franklin n'était autre que Derek Bodine, le père de Richie, l'ex-caïd de l'école primaire de Stanley Street. Et Derek lui-même avait presque oublié que Franklin était encore en vie et habitait la ville. C'était comme si, petit à petit, il était devenu invisible, totalement mangé par la grisaille. Le pick-up était vide. Franklin lança la dernière boîte sur le tas, bang, et remonta son pantalon de travail kaki. « Et maintenant, on va voir Dud, » dit-il. Ils descendirent de la camionnette. Virgile se prit les pieds dans un de ses lacets et faillit tomber. « Putain, comment qu'ils fabriquent maintenant leur machin » grommela-t-il d'une voix pâteuse. Ils allèrent jusqu'à la cahute en papier goudronné de Dud. La porte était fermée. « Dud » hurla Franklin. « Hey, Dud Rogers !» Il donna un coup dans la porte qui fit tressauter la cahute. Le crochet qui la maintenait fermée de l'intérieur sauta, et la porte s'ouvrit brutalement. La pièce était vide, mais il y régnait une odeur à la fois douce et âcre qui fit grimacer ses connaisseurs en puanteurs variées. Une odeur de cornichon rance, pensa fugitivement Franklin, qu'on aurait oublié pendant des années dans un bocal éventé et baignant dans une saumure blanche de moisissure. « Fils de pute !» dit Virgile. « C'est pire que la gangrène !» Et pourtant la cahute était impeccable. La chemise de rechange de Dud était suspendue à un crochet au-dessus du lit. La vieille chaise de cuisine était bien rangée contre la table, et le lit était fait au carré. Le pot de peinture, dont les parois s'ornaient de fraîches coulées rouges, était derrière la porte, posé sur plusieurs épaisseurs de papier journal. « Si on s'en va pas d'ici, je vais dégueuler », annonça Virgile. Son visage était devenu livide. Franklin, qui ne se sentait pas mieux, sortit de la cahute à reculons et referma la porte. Ils jetèrent un regard circulaire sur la décharge, aussi déserte et stérile qu'un relief lunaire. « Il est pas là », déclara Franklin. « Il doit roupiller dans un coin du bois. »« Frank !»« Quoi ?» aboya Franklin exaspéré. La porte était fermée par un crochet de l'intérieur. Comment est-ce qu'il a pu sortir ? Perplexe, Franklin se retourna et regarda la cahute. Il faillit répondre par la fenêtre, mais ne le fit pas. La fenêtre n'était qu'une ouverture découpée dans le papier goudronné et bouchée par un morceau de plastique transparent. Jamais Dud n'aurait pu se glisser par là, surtout avec sa bosse. « On s'en fout, » dit Franklin. « Qu'il aille se faire voir. Tirons-nous d'ici !» Ils retournèrent vers le pick-up et Franklin, à travers le brouillard protecteur de son ivresse, fut pris d'un sentiment insidieux dont il ne se souviendrait pas plus tard, ou dont il ne voudrait pas se souvenir. Le sentiment qu'il y avait dans cet endroit quelque chose qui n'allait pas, mais pas du tout. C'était comme si la décharge s'était mise à vivre d'une vie sourde, mystérieuse, terriblement angoissante. Il n'eut plus qu'une envie, fuir le plus vite possible. « Je vois pas de rat !» dit tout à coup Virgile. Et effectivement, il n'y en avait aucun. Seulement des mouettes. Franklin essaya de se rappeler s'il lui était déjà arrivé de ne pas voir de rat dans la décharge. Non, jamais. Et ça non plus, il n'aimait pas du tout. Il a dû leur foutre du poison, hein, Frank? Allez, viens, et qu'il aille se faire foutre avec ses rats. 7. Ben eut la permission, après dîner, de monter voir Matt Burke. Ce fut une courte visite, Matt dormait. Mais on lui avait retiré le masque à oxygène, et l'infirmière en chef précisa à Ben qu'il serait sûrement réveillé et en état de recevoir des visites dans le courant de la matinée du lendemain. Le visage de Matt le saisit. Les traits creusés, la peau affaissée, un visage de vieillard. Il était étendu, immobile, la chair molle de son cou pendait au-dessus de sa chemise de malade. Matt semblait si fragile, si vulnérable. « Il n'y a pas de traitement de faveur ici, mon pauvre Matt, » pensa Ben. « Nous sommes dans le temple du cartésianisme.
Les créatures des cauchemars sont éradiquées à coups de désinfectants, de scalpels et de chimiothérapie, plutôt qu'avec des pieux, des bibles et du thym. Ils sont fiers de leur respirateur artificiel, de leur potence de perfusion et de leur poche à lavement emplie de solutions barytées. Et si la belle théorie a une fuite quelque part, ils ne peuvent ou ne veulent le savoir. Ben s'approcha du lit, prit la tête de Matt entre ses mains et la tourna doucement. Aucune marque sur le cou. La peau était parfaitement blanche et lisse. Ben hésita un instant, puis se dirigea vers le placard et l'ouvrit. Les vêtements de Matt étaient accrochés à des cintres, et il vit, suspendu à une patère fixée à l'intérieur de la porte, le crucifix que le vieux professeur portait lors de la visite de Suzanne. Chaîne et croix brillaient doucement sous la lumière tamisée de la chambre. Il le décrocha et le mit autour du cou de Matt. « Hé, qu'est-ce que vous faites ?» Une infirmière venait d'entrer. « Je lui mets sa croix autour du cou. »« Il est catholique ?»« Oui, depuis peu, » dit Ben d'une voix triste. 8. La nuit venait de tomber quand on gratta à la porte de la cuisine des Sawyer sur Deepcut Road. Bonnie Sawyer eut un petit sourire aux lèvres avant d'aller ouvrir. Elle portait des hauts talons, un tablier noué à la taille et rien dessous. Quand elle ouvrit la porte, les yeux de Cory Bryant s'écarquillèrent. Il en resta bouche bée. « Bonnie ?» bredouilla-t-il. « Tiens donc, Cory !» Elle posa la main sur le chambranle dans une pose affectée et cambra les reins pour faire pointer ses seins nus. Dans le même mouvement, elle croisa les jambes pour les mettre en valeur. « Nom de Dieu, Bonnie, et si ça avait été le monsieur du téléphone ? En voilà une surprise !» susurra-t-elle mutine. Elle prit l'une de ses mains et la posa sur son sein droit. « Vous voulez relever mon compteur ?» Avec un grognement teinté de désespoir, celui du noyé qui s'apprête à couler une troisième fois parce qu'il s'accroche à un sein plutôt qu'à une bouée, il l'attira à lui. Ses mains se refermèrent sur les fesses de Bonnie, le tablier amidonné crissant sous ses doigts. « Oh, Seigneur !» dit-elle en se trémoussant contre lui. « Vous voulez vérifier ma ligne, mon beau monsieur du téléphone ? Depuis ce matin, j'attends un appel important. » Il la souleva de terre, referma la porte d'un coup de talon et l'emporta vers la chambre à coucher. Il connaissait le chemin. « T'es sûr qu'il ne va pas rentrer ?» demanda Cory. Les yeux de la jeune femme brillaient dans la pénombre. « De qui parlez-vous, cher monsieur du téléphone ? De mon mari ? Il est à Burlington, dans le Vermont. » Il la déposa en travers du lit, admirant ses jambes écartées sur le matelas. « Allume la lumière !» articula-t-elle d'une voix soudain grave. « Je veux te voir faire. » Il alluma la lampe de chevet et contempla Bonnie. Le tablier avait glissé sur le côté. Ses yeux, ourlés de rimel, étincelaient. Les pupilles étaient grandes ouvertes, deux puits avides. « Enlève ça, » dit-il en désignant le tablier. « Non, toi tu l'enlèves. Défaites les nœuds, monsieur l'employé du téléphone. » Il se pencha au-dessus d'elle. Elle avait le don de l'intimider. Il avait la bouche sèche comme un gosse marchant vers le marbre pour son premier cours de batte, et ses mains tremblaient en s'approchant de son corps. On eût dit qu'il émanait de sa chair une sorte de chant électrique. Elle ne quittait jamais complètement son esprit, elle était toujours dans ses pensées, comme une plaie à l'intérieur de la joue que la langue ne cesse de titiller. Elle hantait même ses rêves, apparitions érotiques à la peau dorée. Son imagination au lit ne connaissait pas de limite. « Non, à genoux !» souffla-t-elle. « Mets-toi à genoux pour moi !» Il s'agenouilla maladroitement et s'approcha d'elle, tendant la main vers les nœuds du tablier. Elle leva les jambes et posa ses talons aiguilles sur chacune de ses épaules. Cory se pencha pour embrasser l'intérieur de ses cuisses, là où la chair est si délicieusement chaude et ferme. « Vas-y, Cory, continue. Remonte maintenant, ne t'arrête pas. »« Comme c'est mignon tout plein !» lança une voix. Bonnie Sawyer poussa un cri. Cory Bryant tourna la tête, battant des paupières d'ahurissement. Reggie Sawyer était planté sur le pas de la porte. Il avait un fusil dans les bras, le canon pointé vers le sol. Cory sentit un jet chaud s'échapper de sa vessie. « Alors c'est vrai !» lâcha Reggie avec incrédulité.
Il fit un pas dans la pièce. Il souriait. « Ça alors, je dois une caisse de Budweiser à ce branleur de Mickey Sylvester. Ben merde. » Bonnie retrouva sa voix. « Reggie, écoute, c'est pas ce que tu crois. Il a forcé la porte, il était comme un dingue. Il m'a... La ferme, petite pute. » Il souriait toujours, un gentil sourire, plutôt grand même. Il portait le même costume anthracite que 2 heures plus tôt lorsqu'il lui avait dit au revoir. « Écoutez... » articula faiblement Cory. Ses lèvres étaient luisantes de salive, il en bavait presque. « Je vous en prie, ne me tuez pas, même si je le mérite. Vous voulez pas aller en prison, pas pour ça. Ce serait trop bête. Cognez-moi, c'est normal, mais je vous en prie, ne me... » Debout, le beau parleur. Reggie Sawyer souriait toujours. « Votre braguette est ouverte. »« Monsieur Sawyer, c'est bon, appelle-moi Reggie. On est presque frères. On a partagé la même chatte. »« Reggie, c'est pas ce que tu crois, il m'a violé !» Reggie se tourna vers elle sans se départir de son sourire d'agneau. « Si tu dis encore un mot, je t'enfonce mon fusil dans la chatte et je t'envoie au ciel à ma façon. » Bonnie poussa un gémissement étouffé. Son visage était devenu pâle comme un yaourt. « Monsieur Sawyer, Reggie... » « Ton nom, c'est Bryant, c'est ça? Ton père, c'est Pete Bryant? » Cory hocha vigoureusement la tête. « Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Écoutez, je lui livrais du mazout quand j'étais chauffeur pour Jim Weber, » expliqua Reggie en souriant à ce souvenir. « C'était 4 ou 5 ans avant que je ne rencontre cette pute. Ton père sait que tu es là? »« Non, monsieur, ça lui briserait le cœur. Vous pouvez me mettre une dérouillée. Je sais que je vais y avoir droit. Mais si vous me tuez, mon père le saura. Et ça le tuera aussi. Et alors vous serez responsable de... Non, je suis sûr que ton vieux n'est pas au courant. Viens, allons dans le salon 1 minute pour discuter de tout ça. Allez, viens. » Il lui adressa un gentil sourire pour lui montrer qu'il ne lui voulait pas de mal. Puis il jeta un coup d'œil vers Bonnie qui le fixait, les yeux exorbités. « Toi, tu bouges pas, sale pute. Sinon tu ne sauras jamais comment finit Dallas. Allez, Bryant, viens. » Il agita son fusil, lui faisant signe de sortir de la chambre. Cory passa dans le salon, le pas incertain, suivi par Reggie. Il avait les jambes en coton. Il sentit une démangeaison entre les 2 omoplates. « C'est là qu'il va tirer, » songea Cory. « Juste entre les 2 omoplates. Est-ce que je vais mourir sur le coup ou vais-je voir mes poumons tapissés de murs? »« Tourne-toi, » dit Reggie. Cory s'exécuta. Il commença à pleurer. Il ne voulait pas, mais c'était plus fort que lui. Qu'il pleure ou pas, quelle importance, au fond. Il s'était déjà pissé dessus. Il ne pouvait tomber plus bas. Le fusil ne reposait plus sur l'avant-bras de Reggie. La double gueule du canon était pointée sur son visage. Les 2 trous noirs semblaient 2 puissants fonds qui ne cessaient de grandir pour l'avaler. « Tu sais ce que tu as fait ?» demanda Reggie. Cette fois, il ne souriait plus. Il avait un air grave et solennel. Cory ne répondit rien. C'était une question idiote, mais il ne pouvait s'empêcher de sangloter. « Tu as couché avec la femme d'un autre, Cory. C'est bien ton prénom. » Cory acquiesça, les larmes roulant sur ses joues. « Tu sais ce qu'on leur fait aux gars comme ça quand ils se font prendre. » Cory acquiesça encore. « Prends le canon de ce fusil, Cory. C'est facile. Il suffit de 5 livres de pression sur la détente, et j'applique déjà 3 livres. Vas-y, prends-le. Fais comme si c'était les seins de ma femme. » Cory leva une main tremblante et la posa sur le fût. Le métal était froid sous sa paume moite. Un long gémissement monta dans sa gorge. Tout était dit. Le temps des suppliques était révolu. « Mets-le dans ta bouche, Cory. Les 2 canons. Voilà. Tu vas voir comme c'est facile. Vas-y, ta bouche est assez grande. Allez, prends-le tout entier dans ta bouche. Ça doit te rappeler quelque chose, hein, Cory ?» Cory ouvrit les mâchoires en grand. Les canons juxtaposés glissèrent dans la cavité jusqu'au palais. Un haut-le-cœur contracta son estomac. L'acier était huileux contre ses dents. « Ferme les yeux, Cory. » Mais Cory le fixait de ses yeux pleins de larmes, ronds comme des soucoupes. Reggie recommença à sourire. « Allez, ferme tes petites mirettes, Cory. » Cory obéit. Ses sphincters lâchèrent. Il ne s'en rendit même pas compte. Reggie pressa les 2 détentes. Les chiens percutèrent 2 culasses vides.
clic, clic. Cory tomba au sol comme s'il était mort. Reggie le contempla un moment en souriant, puis il retourna l'arme et la tint comme une massue, crosse en l'air. « Me voilà, Bonnie !» lança-t-il en se dirigeant vers la chambre. « Tu es prête ?» Et Bonnie Sawyer se mit à hurler. « 9. Cory remontait Deep Cut Road en titubant vers l'endroit où il avait laissé sa camionnette des télécoms. Il puait. Ses yeux étaient injectés de sang et vitreux. Il avait une grosse bosse sur le crâne, là où il avait heurté le sol en s'évanouissant. Ses chaussures crissaient sur la terre meuble de l'accotement. Il tenta de concentrer ses pensées sur ces bruits, de ne penser à rien d'autre. En tout cas, surtout pas à sa vie qui venait d'être réduite en pièces. Il était 8h15 du soir. Reggie Sawyer souriait encore quand il avait conduit Cory à la porte de derrière. Les pleurs de Bonnie montaient de la chambre à coucher en un contrepoint sinistre aux paroles du mari. « Tu vas maintenant remonter la rue comme un bon garçon. Tu vas grimper dans ton camion et retourner en ville. Le quart de Lewiston à Boston passe à 10h moins le quart. À Boston, tu pourras prendre un Greyhound pour n'importe où dans le pays. L'arrêt est devant chez Spencer. Ne le rate pas, parce que si je te revois, je te tue pour de bon. Elle va filer droit maintenant, elle est matée. Elle va devoir porter des pantalons et des chemisiers à manches longues pendant un temps, mais je n'ai pas touché à son visage. Je veux que tu quittes Salem tout de suite, dans l'état où tu es. Tu penseras à ta fierté plus tard. » Alors, Cory marchait dans la rue, en élève bien obéissant. Il irait vers le sud, quelque part. Il avait un peu plus de $1000 sur son compte en banque. Sa mère se félicitait de le voir aussi économe. Il pourrait faire venir l'argent, vivre dessus quelque temps, en attendant de trouver un travail, et d'entreprendre un autre travail aussi. Celui de l'oubli. Le goût de l'acier dans sa bouche, l'odeur de sa propre merde répandue dans son pantalon. « Bonjour, monsieur Bryant. » Cory poussa un cri étouffé et sonda l'obscurité. Le vent agitait les arbres, projetant des ombres dansantes sur la route. Soudain, ses yeux distinguèrent une ombre plus dense, qui se tenait à côté du muret de pierre qui bordait le pré de Carl Smith. La silhouette était de forme humaine, mais elle avait quelque chose de bizarre. « Qui êtes-vous »« Un ami qui en sait long, monsieur Bryant. » La forme bougea et sortit des ombres. Sous le clair de lune, Cory découvrit un homme d'une quarantaine d'années, avec une moustache noire et des petits yeux perçants. « Vous n'êtes pas reconnu à votre juste valeur. Vous êtes bien mal employé. Comment savez-vous ce que je fais comme travail? Je sais beaucoup de choses, c'est mon métier. Une cigarette? Merci. » Il prit la cigarette qu'on lui tendait. Il la coinça entre ses lèvres. L'inconnu lui offrit du feu. Dans la lueur de l'allumette, il aperçut les fossettes de l'homme, haute et de type slave, son front pâle et osseux, ses cheveux sombres tirés en arrière. Puis la lumière disparut et Cory tira une bouffée de fumée à plein poumon. C'était une cigarette étrangère, mais d'où qu'elle vienne, elle était plus que la bienvenue. Cory commença à se sentir mieux. « Qui êtes-vous » répéta-t-il. L'inconnu rit, une onde émanant de tout le corps et qui se perdit dans la brise comme la fumée de la cigarette de Cory. « Les noms » lâcha l'homme. « Voilà une obsession typiquement américaine. Je vais vous vendre une voiture parce que je m'appelle Bill Smith. Il faut manger chez machin, regarder bidule à la télé. Mon nom est Barlow, si cela peut vous faire plaisir. » Il rit de nouveau et ses yeux étincelaient. Cory sentit un sourire lui retrousser les lèvres. Après ce qu'il venait de vivre, c'était un petit miracle. Ses soucis semblaient s'envoler, devenir négligeables, tant il était gagné par la bonne humeur de ses pupilles malicieuses. « Vous n'êtes pas du coin, pas vrai ?» demanda Cory. « J'ai de nombreuses patries, mais pour moi, cette nation, cette ville, me paraît vraiment exotique, peuplée d'étrangers, de gens bizarres. Je suis sûr que vous êtes de cet avis, vous aussi. » Il poussa de nouveau son grand rire, et cette fois Cory se joignit à lui. Le rire s'échappait de sa gorge, vibrant, puissant, avec une pointe d'accent hystérique. « Bizarre, oui, » reprit-il, « mais beau, irrésistible, plein de vie, plein d'un sang bouillonnant.
Vous savez pourquoi je trouve les habitants de votre pays et de votre ville tant à mon goût, monsieur Bryant? Cory gloussa, légèrement embarrassé, mais il ne quitta pas l'étranger du regard. Il était captivé. Parce qu'ils n'ont jamais connu la faim ni le besoin. Cela fait 2 générations que vos compatriotes n'ont pas connu le moindre manque, et même durant cet âge sombre, la misère, la souffrance n'ont pas frappé directement à leur porte. C'était tout au plus un cri lointain, étouffé. Ils pensent avoir connu la tristesse, mais leur tristesse, c'est celle de l'enfant frustré qui renverse sa glace à une fête d'anniversaire. On ne remarque chez vous aucun signe, comment dit-on dans votre langue, d'amollissement? Au contraire, vous vous étripez à tous les coins de rue, avec une belle vigueur. C'est incroyable, non? Oui, répondit Cory. Il ne pouvait détacher le regard de cet étranger, de ses yeux où brillaient tant de promesses, tant de merveilles. Ce pays est un paradoxe étonnant. En d'autres nations, quand un homme se goinfre jour après jour, il devient obèse, somnolent, un gros goret avachi. Mais ici, cela décuple votre agressivité. C'est réellement fascinant. Regardez le cas de ce Reggie Sawyer. Il a tout dans la vie, non? Et pourtant, il rechigne à vous donner quelques miettes, comme un enfant à un anniversaire qui pousse les autres pour avoir une nouvelle part de gâteau alors qu'il n'a plus faim. C'est pour le moins curieux, non? Oui, répéta Cory. Les yeux de Barlow étaient si grands, si compréhensifs. Tout était une question de... Une question de point de vue? Exactement, s'exclama Cory. L'homme avait mis le doigt sur le mot juste. Parfait. La cigarette glissa des doigts de Cory sans qu'il ne s'en aperçoive et tomba par terre. J'aurais pu ne pas m'arrêter dans une communauté aussi rustique que la vôtre, annonça l'inconnu, réfléchissant à haute voix. J'aurais pu aller dans l'une de vos grandes villes grouillantes. Bon. Il se redressa et ses yeux s'illuminèrent. Mais je ne sais rien des villes. J'aurais été renversé par un taxi au premier croisement. J'aurais suffoqué dans l'air pollué. J'aurais été au contact d'une population de gens superficiels et stupides, dont les préoccupations sont totalement... comment dites-vous? Contre nature? Oui, c'est ça, contre ma nature. Comment un être rustique comme moi pourrait-il survivre dans l'agitation vaine d'une grande ville, même américaine? Non, et 3 fois non. Je déteste vos villes. Moi aussi, murmura Cory. Alors, je suis venu ici, dans une bourgade dont m'a parlé un jour un homme d'exception, aujourd'hui malheureusement réduit à l'état de squelette, un ancien habitant d'ici. Les gens de Salem sont opulents et pleins de vie, des gens qui ont en eux la hargne et la noirceur si vitale pour un... Il n'y a pas de terme dans votre langue pour ça. Dans d'autres pays, on les appelle Pokol, Wurderlach et Yalik. Vous me suivez? Oui, murmura Cory. Les gens sont encore dans leur chair en contact avec leur mère nourricière, la terre. Ils ne l'ont pas recouverte de ciment et de bitume. Ils ont encore les 2 mains plongées dans les eaux écumantes des origines. Ils savent encore faire jaillir la vie de la terre, un flot impétueux et palpitant. Vous ne trouvez pas? Oui. L'inconnu émit un petit rire et posa une main sur l'épaule de Cory. Tu es un bon garçon, vigoureux et fort avec ça. Je n'ai pas l'impression que tu aies très envie de quitter ce petit coin de paradis. Je me trompe? Non, souffla Cory. Mais un éperon de doute le traversa. La peur revenait, une crainte absurde, sans fondement. Avec cet homme, jamais rien de mal ne lui arriverait. Alors tu vas rester ici. Ici à jamais. Cory resta immobile, tremblant, les 2 pieds plantés dans le sol, tandis que Barlow s'approchait de lui en inclinant la tête. Et tu pourras te venger de ceux qui ont tout et qui ne partagent rien. Cory Bryant plongea dans une rivière miraculeuse de l'oubli, et cette rivière était le temps, et ses eaux étaient rouges. 10. Il était 9 heures.
Ben, assis dans son lit, était en train de regarder le film du samedi soir à la télé lorsque le téléphone sonna. C'était Suzanne. Elle avait une voix bouleversée. « Ben, Floyd Tibbetts est mort. Mort dans sa cellule la nuit dernière. Le docteur Cody a parlé de chute de tension et d'anémie aiguë, mais ça ne tient pas debout. Ben, je connais bien Floyd, c'était mon petit ami. Il faisait au contraire de l'hypertension artérielle. C'est même pour ça qu'il n'a pas fait son service. »« Calme-toi, dit Ben en se redressant sur ses oreillers. Il n'y a pas que ça. Une famille du Bend, les McDougall. Leur bébé de 10 mois est mort. Ils ont emmené Madame McDougall pour l'interroger. »« Comment est mort le bébé ? » ?»« Maman m'a dit que Madame Evans avait entendu Sandra McDougall hurler, qu'elle était allée voir ce qui se passait et qu'elle avait appelé le vieux docteur Plowman. Plowman n'a rien dit, mais Madame Evans a dit que le bébé ne présentait rien d'anormal, sauf qu'il était mort. »« Quand je pense que Matt et moi, on est là comme des crétins de rien pouvoir faire, dit Ben plus pour lui-même que pour Suzanne. Comme si c'était un fait exprès. Il y a encore autre chose. »« Quoi ? » ?»« Carl Foreman a disparu, et le corps de Mike Ryerson aussi. »« Ça se vérifie, dit-il malgré lui. Ça ne peut être que ça. Je sors demain d'ici. »« Déjà ? Tu crois qu'ils sont d'accord ? » ?»« Oui, bien sûr, fit-il d'un ton absent. Il avait bien d'autres préoccupations en tête. « As-tu un crucifix ? » ?»« Moi ? » répondit Suzanne d'une voix étonnée et légèrement amusée. « Mon Dieu, non !»« Je ne plaisante pas, Suzanne. Je n'ai jamais été plus sérieux. Sais-tu où tu pourrais en trouver un à cette heure-ci ? » ?»« Oh, il y a bien Marie Bodine. Je pourrais aller à pied. »« Non, ne va pas dans les rues. Reste chez toi. Fabrique-toi une croix, même s'il ne s'agit que de 2 bouts de bois collés ensemble. Pose-la à côté de ton lit. »« Ben, je n'arrive pas encore à y croire. Un maniaque, peut-être. Quelqu'un qui pense qu'il est vampire, mais... » »« Dis-toi ce que tu veux, mais fabrique-toi une croix. »« Mais... » »« Le feras-tu, oui ou non, même si ce n'est qu'un caprice de ma part ?»« Oui. » dit Suzanne à contre-cœur. « Peux-tu venir à l'hôpital demain vers 9 heures ? » ?»« Oui. » »« Bien. Nous monterons ensemble dans la chambre de Matt et puis nous parlerons au docteur Cody. »« Il va penser que tu es fou, Ben. Tu le sais, ça ? » ?»« Oui, peut-être, mais reconnais que quand il fait noir, tout ça paraît beaucoup plus vraisemblable. »« Oui. » dit-elle à voix basse. « Oh oui, Dieu sait. » Ben se mit sans raison à penser à Miranda, à la façon dont elle était morte. La moto dérapant sur la route mouillée, glissant sur le macadam, le cri qu'elle avait poussé, sa peur à lui, brutale, affreuse, et le flanc du camion qui grossissait de plus en plus vite. « Suzanne ? » ?»« Oui. » »« Fais attention à toi, je t'en prie. » Quand elle eut raccroché, il reposa doucement le récepteur et regarda sans les voir Doris Day et Rock Hudson qui s'agitaient sur l'écran de la télé. Il se sentait démuni, vulnérable. Il n'avait pas de croix. Ses yeux s'attardèrent sur les fenêtres, 2 carrés noirs. Il se sentit envahi par une terreur semblable à celle que les enfants éprouvent quand on les laisse dans l'obscurité, et il s'empressa de ramener son regard sur Doris Day, qui éprouvait quelques difficultés à tremper un chien hirsute dans un bain de mousse. 11. La morgue de Portland était une pièce froide et aseptisée, uniformément revêtue de carreaux en porcelaine verte. Le sol et les murs étaient d'un vert moyen et le plafond d'un vert plus clair. Tout le long des murs s'alignaient des portes métalliques qui ressemblaient à des portes de consigne. De longs tubes fluorescents répandaient une lumière glacée sur l'ensemble de la pièce. C'était un décor qui n'avait rien d'exaltant, mais aucun usager ne s'en était encore plaint. Ce samedi soir, à 10h moins le quart, les 2 employés de service pénétrèrent dans la pièce, roulant un chariot sur lequel était étendu, recouvert d'un drap, le corps d'un jeune homosexuel tué dans un bar du centre-ville. C'était leur premier cadavre de la soirée. Les accidents mortels de la route ne leur parvenaient d'habitude qu'entre 1h et 3h du matin. Buddy Bascombe était en plein dans une histoire grivoise, ayant trait aux déodorants vaginaux, quand il s'arrêta au beau milieu d'une phrase, les yeux fixés sur l'alignement des compartiments M à Z. 2 des portes étaient ouvertes. Bob Greenberg avait suivi son regard. Tous 2 laissèrent le nouvel arrivant en plan et allèrent voir la chose de plus près. Tandis que Bob se dirigeait vers la 2e porte, Buddy lut la fiche signalétique attachée à la première. Tibbetts, Floyd Martin, sexe masculin, admis le 4-10-75. Autopsie prévue le 5-10-75. Signature
J.M. Cody. Il tira la poignée à l'intérieur du compartiment et le tiroir d'acier, monté sur roulette, sortit de son logement. Vide. « Hé !» lui cria Greenberg. « C'est tout vide? Celui qui nous a joué ce tour ?»« J'ai pas quitté l'entrée, » dit Buddy. « Personne n'est venu, j'en jurerais. Ça a dû arriver pendant que Cartier était de service. Quel est le nom du tien? »« McDougall, Randall Freitas. Qu'est-ce que ça signifie ce qui est à côté ENF ?»« Enfant, » expliqua Buddy d'une voix sinistre. « Mon Dieu, je crois qu'on est dans un sacré pétrin. » 12. Quelque chose l'avait réveillé. Il resta immobile, les yeux levés vers le plafond, dans l'obscurité totale. Un bruit. Du bruit. Mais non, la maison était silencieuse. Ah, ça recommençait. Un grattement. Mark Petrie changea de position et regarda du côté de la fenêtre. Danny Glick l'observait à travers la vitre. Sa peau était d'une pâleur cadavérique, ses yeux rouges et luisants comme ceux d'un animal sauvage. Un liquide noirâtre lui coulait des lèvres sur le menton, et quand il vit le regard de Mark fixé sur lui, il découvrit ses dents longues et pointues en un sourire hideux. « Laisse-moi entrer » murmura la voix. Et Mark ne sut si ces mots avaient traversé l'air nocturne pour lui parvenir ou s'ils avaient résonné à l'intérieur de son esprit. Il sentit la terreur gagner son corps en une vague irrépressible, comme si sa chair, avant sa conscience, avait compris la situation. Jamais il n'avait eu aussi peur. Pire encore que lorsqu'il avait senti ses forces l'abandonner, au large de la plage de Popham, certain qu'il allait se noyer. Son esprit, pourtant encore enfantin en mille manières, évalua la situation en quelques secondes. Il ne risquait pas seulement la mort, mais bien davantage. « Laisse-moi entrer, Mark. Je veux jouer avec toi. » Il n'y avait rien à quoi s'accrocher à l'extérieur. La chambre était au premier et la fenêtre n'avait pas de rebord, et pourtant, le visiteur hideux était là, flottant dans l'espace. Peut-être était-il suspendu au toit comme quelque monstrueux insecte. « Mark, je suis enfin venu. Mark, je t'en prie. » Naturellement, il faut qu'on les invite à entrer. Il le savait pour l'avoir lu dans ses BD d'épouvante, celles dont sa mère craignait qu'elle le traumatise ou le pervertisse. Il se leva et fut sur le point de tomber. C'est à ce moment-là seulement qu'il se rendit compte que le mot « peur » était un mot beaucoup trop faible pour ce qu'il éprouvait. Même le mot « terreur » n'approchait pas de ce qu'il ressentait. Dehors, la figure pâle essayait de sourire, mais elle était restée trop longtemps dans les ténèbres pour bien se souvenir de ce qu'était un sourire. Mark ne vit qu'une grimace affreuse, un masque de tragédie. Et pourtant, si on regardait les yeux, ce n'était plus pareil. Si on regardait les yeux, on cessait d'avoir peur, et on voyait clairement que tout ce qu'on avait à faire, c'était d'ouvrir la fenêtre et de dire « Entre, Danny ». Après quoi on n'aurait plus jamais peur, puisqu'on ne ferait plus qu'un avec Danny, avec tous les autres, et surtout avec lui. On serait... Non, c'est comme ça qu'ils arrivent à vous avoir. Il détacha ses yeux de ceux de son ami au prix d'un intense effort de volonté. « Mark, laisse-moi entrer, je te l'ordonne, il te l'ordonne. » Mark avança de nouveau vers la fenêtre, il ne pouvait s'en empêcher. Pas moyen de résister à cette voix. À mesure qu'il approchait, il voyait le visage avide du petit garçon de l'autre côté de la vitre se tordre en une grimace de convoitise de plus en plus accentuée. Quand il fut tout près, Danny tendit les bras et gratta au carreau de ses doigts noircis de terre. « Pense à quelque chose, vite, vite !»« Le thé !» murmura-t-il d'une voix rauque. « Ton thé t'a-t-il ôté tatou? Takati t'a quitté? Raviro, Rotantara ?» Danny Glick lui lança d'une voix sifflante. « Mark, ouvre la fenêtre !»« Ram il a pas taro? La fenêtre, Mark, il te l'ordonne. Ro brûla patara, ras quapat et quitta ro. » Il faiblissait. Cette voix insidieuse était plus forte que toutes ses défenses, et l'ordre ne souffrait pas la désobéissance. Son regard tomba sur le bureau où se déployait la petite troupe de ces monstres miniatures qui lui paraissaient maintenant tellement dérisoires. Tout à coup, ses yeux s'élargirent.
Il venait de se poser sur un élément du tableau d'ensemble. Un fantôme en plastique errait dans un cimetière, également en plastique, et sur une des tombes, il y avait une croix. Sans prendre le temps de réfléchir, comme l'aurait fait un adulte, son père par exemple, et cela aurait sans nul doute causé sa perte, Marc saisit la croix, la tint cachée dans son poing serré et dit d'une voix forte « Entre donc !» Le visage de Danny s'illumina d'une expression de triomphe bestial. La fenêtre se souleva, il pénétra dans la pièce et fit 2 pas en avant. Son souffle exhalait une odeur putride. Ses mains blanches et froides glissèrent le long des épaules de Marc. Sa tête s'inclina, comme celle d'un chien qui va mordre, et sa lèvre supérieure se retroussa, découvrant de longues canines pointues. Marc, d'un geste circulaire du bras, réussit à appliquer par surprise la croix sur la joue de Danny Glick. Son cri fut horrible, un cri au-delà des cris, qui transperça le cerveau de Marc et lui atteignit l'âme. Le sourire de triomphe de l'enfant vampire se transforma en une affreuse grimace d'agonie. La créature hideuse se rejeta en arrière et plongea, ou plutôt tomba, dans la nuit. Mais Marc eut le temps de voir sa chair se désagréger jusqu'à n'être plus qu'une fumée. Et ce fut fini, comme si rien ne s'était passé. Mais pendant un moment encore, la croix brilla d'une lumière vive, semblable à celle du filament d'une lampe électrique, puis la clarté s'atténua et disparut. À travers les craquements du plancher, il entendit un bruit familier. C'était l'interrupteur de la lampe de chevet de ses parents, et puis la voix de son père. « Mais qu'est-ce qui se passe donc ?» 13. 2 minutes plus tard, la porte de sa chambre s'ouvrait. C'était assez pour lui laisser le temps de faire rentrer les choses dans l'ordre. « Tu es réveillé, mon garçon ?» demanda Henry Petrie à voix basse. « Plus ou moins, » répondit Marc d'une voix ensommeillée. « As-tu fait un cauchemar ?»« Je crois, je ne me rappelle pas. Tu as crié en dormant. Je suis désolé. Mais non, il n'y a pas de quoi. » Henry Petrie rappela alors à son fils l'époque où il n'était qu'un tout petit en pyjama de coton bleu qui réveillait ses parents à toute heure de la nuit, comme le font les bébés. « Veux-tu un verre d'eau ?»« Non merci, papa. » Henry Petrie jeta un regard circulaire sur la chambre et chercha à comprendre pourquoi il s'était réveillé en sueur, avec l'impression qu'un désastre venait d'être évité de peu. Il était encore sous le coup, et pourtant tout semblait parfaitement normal. La fenêtre était fermée, la chambre était en ordre. « Marc, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas ?»« Non, papa. »« Bon, eh bien, bonsoir. »« Soir. » La porte se ferma doucement, et Marc entendit le bruit sourd des pantoufles de son père sur les marches de l'escalier. Il pouvait enfin se détendre complètement. Il poussa un soupir de soulagement et s'appliqua à relâcher ses muscles. Un adulte, un enfant plus jeune ou plus âgé, aurait risqué la crise nerveuse en cet instant. Mais Marc sentit sa terreur le quitter par degrés, comme lorsque le vent sur la plage vous sèche doucement au sortir de l'eau. Et une douce torpeur l'envahit. Mais avant de sombrer dans le sommeil, il se surprit à réfléchir, comme il le faisait souvent d'ailleurs, à l'étrangeté des adultes. Il fallait qu'ils prennent des laxatifs, de l'alcool, des somnifères pour échapper à leurs angoisses et trouver le sommeil. Et pourtant, comme leurs craintes étaient ordinaires et faciles à maîtriser. Travail, argent, qu'est-ce que la maîtresse d'école va penser si je ne peux pas acheter des vêtements neufs à Jenny ? Est-ce que ma femme m'aime encore? Où sont mes vrais amis? Comme elle paraissait terne à côté des terreurs que chaque enfant retrouve le soir, dans l'obscurité de sa chambre, sans espoir d'être compris de personne excepté d'un autre enfant. Il n'y a pas de thérapie de groupe, pas de cure psychanalytique, pas d'assistance sociale prévue pour le gosse qui doit, nuit après nuit, affronter seul la menace obscure de toutes ces choses qu'on ne voit pas mais qui sont là, prêtes à bondir, sous le lit, dans la cave, partout où l'œil ne peut percer le noir. L'unique voie de salut, c'est la sclérose de l'imagination. Autrement dit, le passage à l'état adulte. Marc se dit tout cela sans le formuler vraiment, dans une sorte de sténographie mentale à la fois rapide et simple. La nuit précédente, Matt Burke était confronté à l'horreur et il en était résulté une crise cardiaque.
Cette nuit, Marc avait subi une épreuve semblable, et 10 minutes après, il dormait paisiblement. Telle est la différence entre l'homme et l'enfant. Il avait gardé la croix en plastique dans sa main, mais il ne la tenait pas plus serrée que si c'eût été une pelle pour jouer au sable.